Quelques éléments d'explication en images. L'avocat médiatique Gilbert Collard n'en est pas à son premier coup. Engagé à gauche dans les années 60, il s'est présenté dans les années 2000 sur les listes de centre droit avant de rejoindre la famille Le Pen en 2012. 10 ans plus tard, c'est le Rassemblement national qu'il trahit pour rejoindre Éric Zemmour. Gilbert Collard se défend de tout opportunisme. Dans les colonnes d'Objectif Gare samedi dernier, il justifie sa décision en prônant une familiarité politique avec le polémiste d'extrême droite. La candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen lui a répondu depuis, l'accusant de dérive de mercenaire et d'attitude déplorable. Elle l'invite à renoncer à son mandat de député européen, estimant que les électeurs ont voté pour les idées du RN, pas pour celles d'Éric Zemmour. Alors, Gilbert Collard, réelle conviction ou opportunisme politique? On en parle sur le plateau de Bonsoir le Gard. On va bien évidemment interroger d'abord Johan sur la question, puisqu'on va rappeler, Johan, que vous êtes en plus le patron depuis ce week-end du Rassemblement national dans le Gard. Donc, alors ce départ de Gilbert Collard, bon, je présume que c'est une déception, probablement pour vous, mais comment vous l'analysez ? Oui, je regrette son départ, mais j'ai pas vraiment d'analyse sur la question. Vous savez, vous, journalistes comme nous, on s'attendait à ce départ depuis pas mal de temps. Voilà, je suis triste de son départ, mais c'est comme ça. Le vice-président du Rassemblement national, Louis Alliot, Louis Alliot, a eu des propos assez durs sur Gilbert Collard. Il a demandé de démissionner Il l'a invité à démissionner de son mandat au Parlement européen, ce qui me paraît, somme toute, très logique. Il a été élu en étant membre d'une liste du Rassemblement national. Ça me paraît logique de quitter son mandat. Mais en l'occurrence, la question n'est pas là. La question est de savoir si le départ d'une ou deux personnes a un effet sur les électeurs. La réponse, c'est non. Je vous l'ai dit, un sondage encore ce soir montre que Marine Le Pen est en pleine progression et qu'elle est au second tour face à Emmanuel Macron. Et de sondage en sondage, de semaine en semaine, Marine Le Pen continue de progresser. C'est là la question. Voilà, la question c'est... Oui, mais qu'est-ce qui a motivé Gilbert Collard à quitter Marine Le Pen pour Zemmour? Alors que finalement, dans les sondages... Non, mais vous avez probablement un avis. Dans les sondages... Éric Zemmour semble quand même être en retrait par rapport à Marine Le Pen. Il y a bien quelque chose qui explique son départ. C'est pas forcément que de l'opportunité politique. Non, mais Éric Zemmour est même très très en retrait par rapport à Marine Le Pen dans les sondages. On le voit d'ailleurs. La seule capable à gagner face à Emmanuel Macron, c'est elle. Mais je pense que tout simplement, ils ont un lien d'amitié depuis très longtemps et que ça a certainement joué. Nicolas, quel est votre avis sur la question? Je présume que c'est pas forcément votre tasse de thé, comme pourrait le dire le sénateur Laurent Burgoa. Ah non, c'est pas ma tasse de thé. Vous avez bien évidemment suivi ça ce week-end, on en a beaucoup parlé. C'est du people, j'ai envie de dire, ça nous éloigne encore une fois des sujets intéressants, mais puisque c'est le débat de ce soir, évidemment je vais y répondre. Alors, je crois que les termes exacts du débat, c'est est-ce qu'il l'a fait par conviction ou par opportunisme? Je pense que déjà pour avoir des convictions, il faut des valeurs et globalement ce qu'en politique on est démuni. Et au-delà de ça, pour l'opportunisme, oui évidemment, puisque le fonds de commerce électoral de ces gens-là, ça reste des lubies fanatiques qu'on nous sert sur tous les plateaux. D'ailleurs, Éric Zemmour a une couverture médiatique que beaucoup de candidats lui envient. D'ailleurs, on en parle encore ce soir, donc ça illustre bien. Non, c'est le petit mondillo politique. C'est encore une fois très très éloigné de toutes les préoccupations de millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté ou des millions de jeunes qui, comme moi, auront à pâtir de l'échec écologique des gouvernements successifs, y compris de celui d'Emmanuel Macron. Ce soir, mais comment on explique, par exemple, que le meeting d'Éric Zemmour samedi à Cannes rassemble 4000 personnes dans une salle quand même? On peut pas juste dire que c'est un phénomène médiatique. Il y a quand même 4000 personnes qui viennent participer à ce meeting. C'est logique, c'est l'effet nouveauté. C'est le fait que chez Éric Zemmour, sont beaucoup de gens qui adhèrent pour la première fois dans un parti politique et qui sont entraînés comme ça, comme on peut l'être lors d'une élection, mais ce ne sera pas le seul à réunir 4000 personnes. Je veux dire, à un moment donné, il faut être lucide. Et je pense qu'effectivement, les Français se fichent totalement des histoires de ralliement des uns ou des autres. Non, alors juste, je suis pas sûre, parce que quand même Gilbert Collard a une certaine aura et il entraîne avec lui certains élus. Alors, écoutez, dans le Gard, la preuve, Marine Le Pen augmente encore dans les sondages. Oui, donc, mais on verra sur le long cours, il reste encore des semaines, mais on peut pas dire, et là je rejoins Abdel, on peut pas dire que c'est un non-événement. Gilbert Collard, il a quand même des partisans, il est quand même très suivi, il y a une certaine dites ça parce que vous êtes une observatrice de la vie politique, mais je pense sérieusement, et moi je le vois sur le terrain, que les Français s'en contrefichent. Pas tous. Les Français qui ne sont pas impliqués directement dans la vie politique se fichent des ralliements des uns ou des autres.
Et globalement, l'effet nouveauté, je le rejoins assez, mais globalement, il y a eu des études sur ça. La couverture médiatique d'Éric Zemmour lui a permis d'avoir cette dynamique sondagière. Donc évidemment, ça rejoint ce problème-là. Ça s'est tassé. Ah oui, ça s'est tassé. Plusieurs semaines maintenant. Même votre candidat parfois est devant dans les sondages. Oui, alors, déjà ça dépend des sondages, mais surtout vous parliez de 4000 personnes à Cannes. J'ai envie de vous dire que pas plus tard qu'avant-hier, il y avait un meeting à Bordeaux de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait 3500 personnes dans la salle et même des gens encore dans la rue. C'est-à-dire, le nombre de gens, ça l'a montré, les meetings les plus remplis en 2017, c'était ceux de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça lui a permis d'arriver au second tour ? Non. Alors ça peut avoir... c'est peut-être un indicateur de la dynamique d'une campagne, mais ça ne veut pas pour autant dire, un, que les idées sont majoritaires, deux, qu'elles vont permettre la victoire. Juste ce que Gilbert Collard peut apporter à Éric Zemmour, qui aujourd'hui incarne quand même ce candidat anti-système que Marine Le Pen a du mal à incarner, parce que ça fait 3 fois qu'elle se présente à l'élection présidentielle, c'est que Gilbert Collard, comme je vous l'ai dit, il entraîne avec lui quelques militants RN, quelques élus qui pourraient vous causer souci pour le législatif, puisqu'il y aurait une division de l'électorat d'extrême droite. Dites-moi lesquels, parce qu'honnêtement, j'ai assez de doigts sur ma main droite pour pouvoir compter les adhérents du Rassemblement national qui ont suivi Éric Zemmour. Alors, les élections législatives, ce sont souvent un jeu d'étiquettes. La personnalité, on le sait, vous le savez, compte moins. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez une conseillère municipale d'Alès, Aurélie Wagner, qui suit Gilbert Collard. Une, d'accord. Non, mais vous avez Yvette Flogère sur la... Non, mais on parle du gars en objectif. Non, mais écoute, juste essayez d'écouter ce que je dis. Je vous dis juste je vous dis qu'il y a 3-4 adhérents qui ont suivi. Et que ces 3-4 adhérents pourraient révéler être des candidats qui divisent des voix législatives. On en gagne entre 50 et 60 par semaine des nouveaux adhérents. Donc honnêtement, c'est un en effet. Pour vous, ça n'a pas d'effet, à ce stade en tout cas, le départ de Gilbert Collard. Vous vous doutez bien que la première chose que j'ai faite ce week-end, samedi, notamment en étant nommé patron de la fédération RN du Gard, c'est évidemment de compter les troupes et c'est de m'adresser aux adhérents. Je leur ai d'ailleurs écrit, j'en ai appelé un certain nombre. Et tous les retours que j'ai sont extrêmement positifs. Bon, vous l'avez fait parce qu'il y avait une forme d'inquiétude quand même, sinon vous n'auriez pas pris votre téléphone. Non, je l'ai fait parce que c'est mon travail d'être en relation avec eux. Monsieur Bertha, encore une fois, probablement pas votre tasse de thé l'extrême droite, mais vous avez peut-être un avis quand même sur la question et sur le départ de Gilbert Collard pour rejoindre Éric Zemmour. Est-ce que peut-être pour aller un petit peu plus loin que cette question-là, est-ce qu'il y a peut-être une stratégie d'Éric Zemmour d'essayer d'attraper comme ça des députés ou des élus un peu connus parce qu'il sent que la machine est en train de se rayer un peu, de s'enrayer? Déjà, effectivement, c'est une position singulière que vous me donnez, c'est-à-dire qu'un démocrate comme moi qui doit commenter les vicissitudes de partis extrémistes, c'est un peu particulier. Et je ne dis pas que ça nous intéresse complètement, mais pas loin. Revenons sur le personnage de Collard. J'aurais bien voulu en avoir un avis. Il se fait qu'il a quand même été député national, puisqu'il enchaîne des mandats, il les interrompt, il repart. Vous avez retracé son parcours politique depuis le Parti socialiste, donc on voit la cortication de cet homme-là et la force des convictions. Bon, moi j'ai rien à en dire parce que je l'ai pratiquement jamais vu à l'Assemblée nationale. Je crois que j'ai dû l'apercevoir une fois en pratiquement 3 ans. Donc, ça c'est pas très bon pour le Rassemblement national. Globalement, ce type de manipulation aux extrêmes ou ce type de comportement en activité parlementaire, malheureusement, contribue beaucoup à discréditer l'ensemble de la classe politique. Et c'est surtout ça qui me fait souci. Après, que Zemmour fasse effectivement ses courses, il les fait, et on le sait, il ne les fait pas que sur ces rangs-là. On voit effectivement côté républicain l'inquiétude de voir partir des gens de chez eux en direction d'Éric Zemmour. Ça me rend juste très triste parce que sur le fond, ce qu'on oublie, c'est effectivement les idées sous-jacentes et qui sont des idées gravissimes pour une démocratie. Enfin, pour moi, ces extrêmes-là, c'est effectivement insupportable. Les propos tenus sur l'inclusion scolaire, mais juste, c'est vomitif. Enfin, moi, j'ai envie de vomir quand j'entends ça. Les propos révisionnistes sur la contribution de Pétain qui aurait protégé les Juifs. Enfin, c'est impensable. Donc, moi, c'est surtout ce qui m'inquiète, qui m'interpelle, c'est qu'on est d'abord dans un péril démocratique. Ces gens-là veulent nous entraîner vraiment au fond du trou et probablement vers... Et d'ailleurs, Zemmour s'en est pas caché, vers la guerre civile. Il a lâché une fois cela. Et c'est aussi la traduction
là encore, d'un travail qui est fait, mais qui est encore insuffisant. Et vous me connaissez, moi, le travail, c'est éducation, éducation, éducation. Les gens éduqués, fort informés, peuvent pas adhérer à ça sur le fond. C'est pas possible. C'est la négation de notre société et voire de notre civilisation. Monsieur Berthac, quand même, pour vous apporter quand même un peu la contradiction, c'est qu'aujourd'hui, dans les sondages, Marine Le Pen, Johan vient de le dire il y a quelques instants, elle est au second tour, à plus de 20%, qu'aujourd'hui, Éric Zemmour fait 12-13%. Ça explique quand même, alors peut-être pas 20%, je vois que Nicolas me reprend, mais j'en sais rien, en tout cas, elle est au second tour. Éric Zemmour, même s'il fait 10 ou 11 ou 12, au final, l'extrême droite va représenter 30% de cette élection, en tout cas dans les sondages. Et la réalité, c'est que quand même, ça exprime quelque chose en France. C'est très intéressant que vous l'évoquiez. Et on ne peut pas se mettre des œillères non plus. Mais je ne mets pas du tout d'œillères. Je dis effectivement que le travail pédagogique, déjà, est un travail énorme à faire et que les démocrates que je suis, et heureusement, nous sommes encore un certain nombre, ne doivent rien lâcher, mais strictement rien lâcher et combattre ces idées funestes du matin au soir. Mais quelque chose a été raté probablement, pour qu'on en soit là. C'est vraiment très intéressant que vous l'évoquiez, parce que déjà, je vous rejoins sur un point, c'est avant tout l'éducation qui va primer. Néanmoins, à mon sens, la majorité présidentielle dans son ensemble, parce que je ne comprends pas que le MoDem, mais aussi la République En Marche et tous les partis satellites qui gravitent autour, pour moi, ont une responsabilité dans la montée de ces partis politiques-là. Parce que, à mon sens, les politiques antisociales qui sont menées, mais aussi certaines dispositions quasiment antidémocratiques, on a vu des 49.3, on a vu le modèle institutionnel tel qu'il est aujourd'hui, participe à dépolitiser les gens, et aussi participe à pousser une partie de la population dans ces thèses-là parce qu'elles seraient faciles, et qu'elles sont démagogiques. Je pense que malgré tout, que ce soit le Rassemblement national, Reconquête de Zemmour ou la majorité présidentielle, c'est un petit peu les deux faces d'une même pièce qui s'alimentent. Je fais pas ça pour faire du confusionnisme, simplement pour l'expliquer. C'est les deux faces d'une même pièce d'or, en fait, qui s'alimentent, celle des riches. Parce que quand on mène une politique antisociale comme cela, et qu'on pousse des millions de gens dans la pauvreté, eh ben, figurez-vous qu'on a du mal à se politiser quand on a le ventre vide, qu'on a du mal à se politiser quand il y a du chômage, qu'on a du mal à se politiser sur ces enjeux-là qui sont importants et qui sont techniques. Et on participe à dépolitiser les gens en essayant de porter les débats aussi loin. Et je pense que vous avez une responsabilité. Vers le Rassemblement national, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, elle est en pole position quand même aujourd'hui derrière Emmanuel Macron. Effectivement, et réécoutez-vous tous les deux, parce que ce que vous venez de dire montre à quel point vous avez du mépris pour les Français. Vous avez parlé de ces gens-là en parlant des électeurs de Marine Le Pen. Vous avez des propos qui sont relativement négatifs. Et c'est vous qui contribuez à écœurer les Français et à les rendre aussi sceptiques envers les politiques. Ça fait combien de temps que vous êtes élu ? J'ai 22 ans, je suis étudiant, je n'ai pas participé à dégoûter les Français, Johan. Vous avez une manière de parler des électeurs de Marine Le Pen. Non, c'est faux. Qui est pas tolérable. Vous, M. Berthac, vous parlez « moi je suis démocrate », sous-entendu que Marine Le Pen ne serait pas J'espère que ce n'est pas trop un défaut à vos yeux. Marine Le Pen est-elle démocrate, oui ou non ? Bon, la réponse est clairement non. Mais Marine Le Pen se présente à toutes les élections. Oui, c'est bien ce que je le reproche d'ailleurs. D'ailleurs, parce que, jusqu'au bout, parce que vous voyez, là, j'ai un exemple de la France insoumise à mes côtés. Donc vous n'êtes pas démocrate, vous estimez que certains devraient représenter d'autres noms. Là, je vais... parler politique, je vais parler en tant que Philippe Berthac. Je pense que le mal français, votre mépris est à au niveau de la l'image classe politique, est plus profond. Un peu. Moi, j'ai à côté, je côtoie quelquefois quand même, effectivement, Jean-Luc Mélenchon. Je ne peux pas oublier que c'est plus de 70 ans de mandat cumulé et que tout ça contribue... François Bayrou. François Bayrou, il est maire de Pau. Mais c'était une parenthèse, continuez. Non, mais je disais que je parlais en tant que Philippe Berthac. Moi, ce qui, je pense, effectivement, fait beaucoup de mal à la démocratie, c'est justement la problématique d'avoir complètement fait dériver la notion de mandat en une notion de métier. Oui. Moi, je prends un exemple que je connais bien, parce que j'ai des attaches là-bas, qui s'appelle la Suisse. J'observe que tous les parlementaires suisses c'est un faux débat, ça. Ont un travail et qu'ils ne pourront rester dans l'activité politique que sur un temps déterminé.